Bonjour et bienvenue à ce direct live de l'orientation dans le cadre du projet Compass. Ce live est organisé par Pauline Deveau et le thème du jour est étudier à l'UPVD lorsqu'on est étudiant à besoins pédagogiques particuliers. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui nous avons une retranscription directe des sous-titres et j'ai le plaisir de recevoir Karine Le Gall, directrice de la formation et de la vie universitaire. Bonjour. Bonjour. Je reçois également Yvan Verdier, directeur du service universitaire des activités physiques et sportives, chargé de mission sport de haut niveau. Bonjour. Bonjour. Alban Mabat, également maître de conférence à la fac de droit de Perpignan et chargé de mission handicap à l'UPVD. Bonjour. Bonjour Manolete. Et je reçois aussi également Georges Hénade, étudiant en situation de handicap et sportif de bon niveau. Bonjour Georges. Bonjour. Au cours de cette émission, aujourd'hui, nous allons tout d'abord présenter l'association, l'organisation du bureau EBPP du coup, puis nous verrons les trois pôles, donc c'est-à-dire handicap, sportif et artistique. Donc on verra ça un peu plus en détail tout à l'heure. Et enfin, nous verrons les aménagements transversaux qu'il peut y avoir au sein de ces différents services, pour finir par le témoignage personnel de Georges, ici présent aujourd'hui. Donc commençons sans attendre. Karine Le Gall, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'historique et tout simplement la structure ? Merci. Donc, le Bureau pour les étudiants à besoins pédagogiques particuliers a été créé à l'Université de Perpignan à la rentrée de septembre 2019. Donc, il accompagne principalement les étudiants en situation de handicap, les étudiants sportifs de haut et bon niveau et les artistes de talent. Mais l'université accompagne ses étudiants depuis déjà de nombreuses années. La politique inclusive en fait, menée par l'université est depuis longtemps une des priorités de l'université de Perpignan. Et ainsi, le bureau d'accueil des étudiants en situation de handicap existe depuis 1999. Les sportifs de haut niveau étaient quant à eux accompagnés depuis l'année 2013-2014 en partenariat avec la fondation de l'université de Perpignan. Donc pour poursuivre cette politique de l'inclusion des étudiants ayant des besoins pédagogiques particuliers, l'UPVD a décidé de créer en septembre 2019 un bureau dédié afin d'accompagner nos sportifs, nos artistes et nos étudiants en situation de handicap, mais également tout étudiant qui, à un moment donné de sa scolarité, a besoin d'un accompagnement pédagogique et d'un accompagnement spécifique. Ce bureau des étudiants à besoins pédagogiques particuliers est implanté au sein de la direction de la formation et de la vie universitaire et il s'est structuré afin de mieux organiser ses actions. Sa structuration, c'est tout d'abord une vice-présidente déléguée en charge de la vie étudiante et de la culture, Caroline Perche, qui donne les orientations politiques du bureau. C'est aussi deux chargés de mission qui sont aujourd'hui à mes côtés. Yvan Verdier qui est chargé de mission sport de haut niveau, Alban Mabat qui est chargé de mission handicap. C'est aussi trois gestionnaires à temps plein qui sont là au quotidien pour accueillir et accompagner nos étudiants et qui sont rattachés au service accompagnement à la réussite des étudiants. Et puis nous avons également une trentaine de référents, un binôme constitué de personnel enseignant et de personnel administratif implanté dans toutes nos composantes et toutes nos antennes délocalisées qui font le lien entre le bureau EBPP et les étudiants pour la mise en place des aménagements. Alors, à titre d'exemple, en 2021-2022, donc l'année dernière, nous avons accompagné 478 étudiants à besoins pédagogiques particuliers, répartis entre 345 étudiants en situation de handicap, près de 90 étudiants sportifs de haut et bon niveau, et 4 artistes de talent. Alors ce bureau UBPP et tous les personnels qui sont à disposition des étudiants donc, mettent en place des aménagements afin que nos étudiants puissent réussir leurs études et ces aménagements peuvent prendre des formes diverses. Cela peut être des aides humaines, des aides techniques pour pallier et compenser le handicap. Cela peut être également des aménagements d'études, des dispenses d'assiduité. Il s'adapte également, permettant une flexibilité temporelle ou géographique. Je pense notamment aux sportifs de haut niveau qui sont absents pendant certaines périodes pour les entraînements ou pour les compétitions. Et elles peuvent aussi se traduire par des méthodes d'enseignement adaptées, en s'appuyant sur les innovations pédagogiques et la mise en place aussi de tutorats individualisés, de tutorats pédagogiques assurés par des enseignants.
D'accord, eh bien merci beaucoup. Eh bien allons directement dans le vif du sujet avec notre premier pôle qui est le pôle du coup sportif. Yvan Verdier, est-ce que vous pouvez présenter à nos lycéens qui nous regardent cette structure, si jamais ça pouvait les concerner? Bien évidemment, donc je tiens d'abord à préciser que l'UPVD donc, a toujours été très sensible à la problématique sportive. Nous sommes labellisés d'ailleurs Génération 2024. Donc, nous sommes un partenaire donc, dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui vont arriver donc, incessamment sous peu, et on en est fiers, bien évidemment. L'université, du point de vue de la gestion et de l'encadrement des sportifs de haut niveau, on tend, nous, à différencier deux catégories de public, je dirais. On a donc les étudiants sportifs de haut niveau de droit, autrement dit ceux qui relèvent des directives et des arrêtés publiés par le ministère des Sports. Et puis on a localement donc, des étudiants sportifs de bon niveau que l'on gère donc, à l'échelon du territoire. Concernant la première catégorie, les étudiants sportifs de haut niveau, donc on a des textes de loi qui encadrent bien évidemment ces étudiants-là, des documents à caractère transversal donc, qui sont appliqués dans toute l'université française. On a donc d'une part la liste des sportifs dits de haut niveau par excellence. Dans cette catégorie-là, on va y retrouver tout sportif ayant eu un résultat ou une performance d'excellence dans des compétitions à caractère international, que ce soit dans le cadre des Jeux Olympiques, que ce soit dans le cadre des Jeux Paralympiques, que ce soit dans le cadre d'un championnat du monde ou que ce soit dans le cadre d'un championnat d'Europe. Et au sein donc, de cette première liste, il y a une subdivision pour information, qui relève finalement au bout du compte de la catégorie d'âge. On y retrouve la catégorie donc élite. On y retrouve ensuite la catégorie senior, donc pour les sportifs les plus âgés, la catégorie relève pour les plus jeunes, et puis la catégorie dite reconversion. Il faut dire que dans cette première liste, on a assez peu d'étudiants qui relèvent de cette catégorie-là. On a plutôt donc, des étudiants qui relèvent de la deuxième catégorie, qui sont donc inscrits sur la liste des sportifs des collectifs nationaux. Dans cette catégorie-là, on va retrouver donc des sportifs qui concourent également dans des compétitions à caractère international, donc Jeux olympiques ou championnats d'Europe ou du monde, mais qui n'ont pas encore en l'état obtenu des résultats ou des performances significatives. Voilà, on a quelques étudiants qui peuvent relever de cette catégorie. C'est relativement mineur, mais je tiens à le préciser. Et puis enfin, c'est la grosse cohorte donc, de nos étudiants sportifs de haut niveau. Ils sont inscrits sur une liste appelée liste des sportifs espoirs. Alors qu'est-ce qu'on entend par un sportif espoir? Eh bien, c'est un sportif qui est encore scolarisé dans un établissement du second degré. Donc ça peut effectivement concerner beaucoup de lycéens qui sont réunis ce jour. Ces sportifs-là sont affiliés à ce qu'on appelle des pôles sportifs, pôle France, qui est le meilleur niveau sportif, ou pôle espoir. À l'échelon de l'Occitanie, on a par exemple à Béziers, au lycée Jean Moulin, le lycée Espoir Rugby à 15, ou encore plus proche de nous, sur Formeux, l'antenne de Formeux étant une antenne de l'UPVD, on a donc le pôle France Natation sur le lycée Pierre de Coubertin. Voilà, donc là, effectivement, on a une grosse cohorte d'étudiants qui peuvent relever de ce statut-là et qui sont donc pour nous, et pour la loi française en l'occurrence, et pour l'État, assimilés à des étudiants sportifs de haut niveau. Et on a donc des obligations en la matière en termes d'aménagement pédagogique et de différenciation pédagogique. On a donc une grosse catégorie donc, d'étudiants qui sont ensuite appelés étudiants sportifs de bon niveau. On est donc ici sur une échelle loco-locale, on est sur des choix qui relèvent simplement d'objectifs qui relèvent de l'Université de Perpignan. On a donc un ensemble donc, d'activités physiques et sportives, le plus souvent à ancrage territorial, je pense en particulier aux activités de glisse, aux activités aquatiques, aux sports collectifs, mais pas que, bien évidemment. Ces étudiants-là ont les mêmes aménagements, les mêmes prérogatives que les étudiants sportifs de haut niveau de droit. Pour donc être considérés comme étudiants sportifs de haut niveau, je ne vais pas bien entendu énumérer, égrener l'ensemble des critères, ils peuvent être retrouvés très aisément sur le site du PVD. Je vais vous donner un ou deux exemples pour être très illustratif à la matière.
Dans le cas, par exemple, du rugby à 15, on est ESBN, donc étudiant sportif de bon niveau, lorsqu'on est un membre d'une équipe évoluant en national, qui est grosso modo la 3e division française, pour dire clairement les choses, ou encore, selon la catégorie d'âge, être membre d'une équipe de type Réchelle Espoir Élite, ou encore Réchelle Espoir Accession. Réchelle Espoir Élite, c'est grosso modo les joueurs de l'USAP qui sont en centre de formation, qui sont justement dans cette catégorie dite Espoir. Si je prends deuxième exemple, l'exemple des sports de raquette et du tennis en particulier, on est ESBN lorsque on est classé en 2e série négative, autrement dit pour les aficionados, pour les spécialistes. On est sur un classement 0, moins 2,6, moins 4,6, moins 15. Et si vous êtes tennisman, vous savez pertinemment que c'est un niveau de pratique qui est vraiment très, très, très élevé. Voilà. Sur l'Université de Perpignan, on a, pour l'année 2022-2023, 76 étudiants sportifs de haut et de bon niveau. On a très précisément 32 sportifs de haut niveau, donc de droit pour le coup, et 44 sportifs de bon niveau. L'UPVD étant une université avec des composantes et des facultés multidisciplinaires, on y retrouve toutes les composantes qui sont donc associées. Et on a bien évidemment, au regard de l'UFR STAPS situé sur Forum E, une grosse cohorte étudiants, bien entendu, qui relève de ces situations-là. Sur les pratiques sportives proprement dites, on a effectivement aussi un ancrage territorial assez fort. On a effectivement beaucoup de représentants des activités de glisse, activités de montagne, j'entends bien, au regard de la situation de l'UFR STAPS en montagne. Et on a également un fort contingent de joueurs-joueuses de sport collectif, et notamment de rugby, que ce soit d'ailleurs rugby à 15 ou de rugby à 13. Je tiens également à préciser que cet effort de structuration, comme le relatait il y a quelques minutes Karine Le Gall, s'appuie sur un maillage partenarial. Nous avons effectivement souhaité créer des relations, que ce soit dans le cadre de la sphère privée ou de la sphère associative. Je dois évoquer effectivement les partenariats qu'on a institués avec le club de rugby de l'USAP en particulier, ou encore avec le secrétariat d'État du gouvernement d'Oran, qui nous aide en la matière, et à titre privé, la fondation du PVD, qui est effectivement aussi un élément très important du dispositif, en association avec la société La Banque Populaire du Sud, pour ne pas la citer. Voilà. D'accord. Eh bien, nous avons une capsule vidéo pour illustrer ce propos d'un jeune homme qui s'appelle Adrien Bonnet, qui du coup est à l'UFR STAPS, donc en master d'entraînement sportif. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur lui ? Alors, très rapidement, effectivement, donc Adrien est un excellent étudiant, d'une part. Il fait partie, en tout cas, des 50 meilleurs golfeurs français sur sa catégorie d'âge. Il avait eu une alternative qui se présentait à lui, une scolarisation aux USA ou une scolarisation proche de son domicile. Il a préféré rester sur place, bien évidemment, et c'est un étudiant qui a brillamment réussi son master entraînement sportif STAPS. Et pour ça, bravo Adrien, et on envoie tout de suite la vidéo. Pour avoir les JO en France, c'est une super opportunité pour tous les sportifs. Tous les sportifs français, on a la plus grosse compétition dans notre pays, c'est exceptionnel. Et pour ce qui est du golf et pour moi, ça reste un objectif, même s'il me reste encore beaucoup d'entraînement pour pouvoir y parvenir. Mon objectif professionnel est de devenir golfeur pro, de vivre de ma passion. Même si je reste actuellement concentré sur mes études, vu qu'il ne me reste plus qu'un an à faire au STAPS de Forum-E en L3. Comme ça, j'aurai ma licence et pourrai ensuite aller vers d'autres projets. Les plus grosses contraintes pour les sportifs de niveau à Forum-E, par exemple, c'est d'avoir beaucoup de déplacements. Et donc, on ne peut pas suivre tous les cours comme les autres élèves. La cellule EBPP de l'UPVD me permet une dispense d'assiduité lors de mes déplacements en compétition. Elle me donne aussi le droit à des tutorats pour rattraper le retard que j'ai avec les autres élèves par rapport aux cours que j'ai pu manquer.
bien, passons maintenant du coup au pôle handicap. Alban Maba, comment du coup accompagner des étudiants en situation de handicap, et y a-t-il des dispositifs spécifiques mis en place pour les aider ? Oui, tout à fait, Adrien. L'Université de Perpignan, ce que j'aimerais souligner dans un premier temps, est très particulièrement engagée en faveur de l'inclusion et donc pour les étudiants en situation de handicap qui sont déjà à l'université ou qui, lycéens de terminale, sont susceptibles donc d'impétrer l'établissement pour une formation. Donc nous avons de ce point de vue-là, comme cela a été présenté tout à l'heure par Karine, nous avons un service dédié pour les étudiants en situation de handicap, service dédié au sein du bureau pour les étudiants à besoins pédagogiques particuliers. Ce service est le BAEH, le bureau d'accueil des étudiants en situation de handicap, qui, avec le service de santé des étudiants, permet d'assurer un accompagnement des étudiants en situation de handicap primo-entrants à l'université, en cours de formation également. C'est ce bureau d'accueil qui reçoit les étudiants, qui leur propose un accompagnement individualisé, qui également effectue le suivi des plans individuels du lycée. Et c'est ce bureau qui est en fait le service relais pour les étudiants en situation de handicap de l'université. Et donc conjointement avec le service de santé des étudiants, seront proposés sur la base de l'expression des besoins de chaque étudiant des aménagements spécifiques afin de concourir à leur réussite. Cela a été indiqué également tout à l'heure, ce sont des aménagements à la fois techniques, des aménagements humains sur lesquels je pense on reviendra tout à l'heure. Au titre des dispositifs spécifiques d'accompagnement, et ce qui peut intéresser aujourd'hui l'ensemble des lycéennes et des lycéens qui regardent la chaîne, nous avons en particulier 2 dispositifs d'accompagnement spécifiques. D'abord, ce que l'on appelle le tremplin handy-friendly. Alors, le tremplin handy-friendly, l'idée est simple. Il s'agit de constituer des binômes entre une lycéenne ou un lycéen en situation de handicap, qui est tutoré donc, et ensuite avec un étudiant de l'université de Perpignan en qualité de tuteur, et donc d'organiser entre eux de manière régulière, sur la base d'un accord, au moins mensuellement, des rencontres afin de pouvoir en particulier familiariser le lycéen de terminale avec des méthodes de travail universitaires, familiariser également avec les lieux, tout simplement, c'est-à-dire par exemple savoir déjà anticiper son entrée à l'université pour savoir où se trouve justement ce bureau d'accueil, où se trouve le service de santé, etc. Et de partager ensemble des activités, des sorties qui sont à la fois des activités de sorties culturelles ou encore des activités sportives, bien évidemment accessibles et adaptées. Ainsi, par exemple, dans les semaines qui viennent, un week-end au ski sera organisé, ou encore, un peu plus tard, au cours du second semestre de cette année, un fly zone, voire même une rencontre avec des entreprises handy accueillantes. Le second dispositif spécifique que l'on peut évoquer ici, toujours utile pour certains lycéens, c'est le programme Aspi Friendly. Alors le programme Aspi Friendly, c'est un programme national qui a été initié il y a environ 4 ans
Et l'université de Perpignan est partie prenante de manière tout à fait récente et donc a été constituée au sein de l'université une équipe locale chargée d'accompagner de manière là encore individualisée les étudiants autistes sans déficience intellectuelle. Les étudiants Asperger, par exemple, au cours de leur parcours de formation, et ceci jusqu'à leur insertion professionnelle. Donc il s'agit là des deux dispositifs phares qui sont susceptibles d'intéresser les lycéens qui souhaiteraient donc venir à l'université de Perpignan. On voit bien qu'il y a là effectivement un renforcement de l'accompagnement qui est assuré par l'université et une aide à la réussite qui est ainsi proposée. J'évoquerai également, et rapidement, pour ne pas être trop long, aussi la journée de sensibilisation et d'information qui aura lieu très prochainement à l'université de Perpignan, qui est une journée annuelle, qui est appelée la journée handi-citoyenne, qui aura lieu le 23 mars, auquel tous les lycéens, toutes les lycéennes sont bien évidemment, leurs familles également sont cordialement invités. L'entrée est bien évidemment libre d'accès. Et il s'agit d'une journée de sensibilisation avec des stands d'information d'associations locales qui couvrent les différents types de handicap, des activités également en parallèle de ces stands d'information. On aura notamment une thématique cette année sur les jeux vidéo accessibles, avec la venue d'une société lilloise, ou encore une démonstration par des casques de réalité virtuelle d'immersion en situation de handicap dans le cadre de certains métiers. Enfin, et là encore, je pense que c'est une information utile pour les lycéens, nous avons également à l'université une association étudiante qui s'appelle donc OK ça marche et qui a vocation à, là encore, accompagner, développer des actions et regrouper bien évidemment toutes les énergies utiles pour assurer en particulier une meilleure intégration des élèves futurs étudiants en situation de handicap de l'université. Eh bien, en parlant justement de l'association OK ça marche, celle-ci nous a envoyé une petite vidéo qu'on va également regarder. Bonjour, je m'appelle Aïcha et j'occupe le poste de vice-présidente au sein de l'association OK ça marche. Bonjour à tous, c'est Ilyas Arbaoui, étudiant en Master Finance à l'IA de Perpignan. Au sein de notre association, je tiens le rôle de trésorier. Notre association étudiante OK ça marche a pour but de faire de la sensibilisation en faveur des personnes en situation de handicap à l'université de Perpignan. En France, nous comptons près de 40 000 étudiants en situation de handicap. C'est près de 5 fois plus qu'en 2017. C'est pour cela que nous pensons qu'il est nécessaire d'étendre cet accompagnement pour ces étudiants. 4 objectifs. Premier, répondre à la problématique d'accessibilité des étudiants en situation de handicap qui sont inscrits à l'université. Le deuxième, du coup, c'est accueillir les nouveaux étudiants, donc c'est-à-dire les anciens élèves du lycée, qui s'inscrivent à l'université et qui ont des besoins particuliers. Le troisième, c'est répondre à la question de sensibilisation sur la question du handicap, donc créer de nouveaux articles en relation avec la sensibilisation. Et enfin, du coup, objectif final, améliorer la vie étudiante. Première idée, accompagner les étudiants au sein des structures de l'UPVD, rencontrant des difficultés de mobilité au sein de l'université. Deuxième idée, conception d'articles sur des sujets de sensibilisation, par exemple le droit et le handicap, ou encore des sujets d'actualité. Voilà. Recueil de témoignages personnels. Donc pour l'année prochaine, des sorties seront prévues pour les nouveaux étudiants et ces sorties seront prévues et mises en place en collaboration avec le bureau d'accueil des étudiants en situation de handicap.
Donc, participation à différents événements de sensibilisation. Et enfin, dernière idée, qui est la plus importante pour moi, c'est l'intervention dans différents collèges et lycées pour parler et pour mettre en avant cette notion de sensibilisation dès le plus jeune âge sur la question du handicap. Si tu es prêt ou prête à nous rejoindre, tu peux nous retrouver sur Instagram, sur la page asso.oksamarche, ou sinon nous envoyer un mail afin de t'engager si tu en as envie sur association.oksamarche@gmail.com. Voilà, merci. Eh bien, passons désormais, Karine Le Gall, à notre dernière catégorie d'étudiants, à savoir les étudiants artistes de talent. Alors, l'université, effectivement, peut attribuer un statut d'artiste de talent à des étudiants qui ont une pratique relevant d'un certain niveau qui est définie dans une charte études et artistes de talent de l'UPVD, qui est accessible d'ailleurs en ligne sur notre site internet à la rubrique dédiée au bureau EBPP. Et ces aménagements, ce statut et donc les aménagements qui en découlent vont leur permettre de mener à bien leur pratique artistique et leurs études. Pour cela, donc, un comité UPVD artistes de talent a été constitué, à l'image du comité sport de haut niveau, avec notamment parmi ses membres un représentant de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, et également un représentant du Conservatoire régional de Perpignan-Méditerranée. Donc cette commission étudie les dossiers des étudiants et va pouvoir attribuer ou non le statut d'artiste des talents et attribuer en conséquence les aménagements qui y sont associés. Donc ainsi, tout étudiant qui est inscrit dans un conservatoire national comme celui de Paris ou de Lyon, ou dans un conservatoire régional, en justifiant d'une certaine pratique artistique, va pouvoir déposer un dossier et prétendre à relever de ce statut d'étudiant artiste de talent. Et ensuite, les aménagements, que l'on verra un petit peu plus en détail tout à l'heure, donc pourront lui être attribués. Cette année, par exemple, nous accompagnons pour la 3e année consécutive un étudiant en licence de mathématiques, Hugo Vitchak, qui vient d'intégrer le Conservatoire national de Lyon et qui bénéficie donc dans le cadre de ces aménagements d'un étalement de sa formation pour pouvoir faire sa 3e année de licence en 2 ans et ainsi concilier ses études au conservatoire et ses études à l'université de Perpignan. D'accord, et bien justement, en parlant de Hugo Vitchak, il nous a lui aussi envoyé une petite vidéo qu'on va pouvoir visionner tout de suite. J'ai l'intention de mettre à profit ma formation professionnelle actuelle pour passer mon examen d'aptitude technique et mon diplôme d'état en jazz et en contemporain. Je souhaite ainsi intégrer une compagnie de danse plus tard et devenir enseignant. J'ai l'intention de terminer mes études le plus rapidement possible en danse et en mathématiques afin de devenir enseignant dans les 2 domaines. Malgré tout, il va falloir peut-être que je mette en stand-by l'une des 2 matières pour pouvoir finir l'autre. Mon problème principal concerne ma présence au cours de mathématiques de la fac. Je dois travailler en totale autonomie car je ne peux ni assister aux visioconférences ni être en présence sur la fac à cause de mes cours à Cannes. Où je peux me déplacer sur Perpignan et où je dois me déplacer sur Perpignan concerne les contrôles terminaux que je dois passer en présentiel en minimisant le nombre d'allers-retours entre Perpignan et Cannes. La cellule EBPP me permet de disposer de dispenses d'assiduité, notamment pour les travaux pratiques en présentiel, et me permet également de décaler mes examens dans le temps pour pouvoir les passer lorsque je le souhaite. La seule contrainte est donc ces examens que je dois passer en présentiel. Hormis ça, je peux travailler à mon rythme pendant toute l'année depuis Cannes. Eh bien, passons désormais à notre avant-dernière partie, à savoir les aménagements transversaux du coup, que peuvent bénéficier les étudiants à besoins pédagogiques particuliers. Alors sur la situation des sportifs de bon ou de haut niveau, je dirais que les aménagements pédagogiques proposés dépendent du niveau de contrainte en fait. Effectivement, entre un sportif de bon niveau qui s'entraîne 2 fois semaine ou un sportif de haut niveau qui est à l'international, donc on a effectivement des adaptations diverses et variées.
Pour le sportif vraiment de haut niveau qui est à l'international, je me souviendrai des premiers étudiants qui relevaient cette catégorie-là, peut-être connus parce qu'aujourd'hui ils ont quand même un palmarès extraordinaire. Je pense à Kylian Jornet en l'occurrence, étudiant donc inscrit à l'UFR SAPS de Formeux à l'époque, étudiant catalan côté espagnol. Donc c'est un étudiant qui était par Mons et par Vaux, et donc il fallait effectivement lui permettre la restitution de cours, et donc l'instauration à l'UPVD de tuteurs prise de notes, ou désormais plus classiquement, mais ce n'était pas ça à l'époque, l'enseignement dit en distanciel, effectivement permettent donc aux étudiants, quelle que soit leur localisation géographique, de pouvoir être en contact avec la pédagogie, avec les enseignements. Donc ça, je dirais, c'est les cas un petit peu extrêmes. On a aussi, je me souviens, quelques années, un étudiant qui était donc rugbyman en l'occurrence, qui avait une vocation pour devenir donc rugbyman professionnel, et qui avait réussi à trouver un contrat en Italie. Et donc l'étudiant souhaitait, il était en UFR Sciences, et donc l'étudiant souhaitait maintenir le double projet, et donc tous ces enseignements-là, lorsqu'il était en Italie, c'est fait en distanciel. Ce sont des exemples très très précis, et puis peut-être plus modestement, mais ça montre encore une fois la capacité d'adaptation que l'on peut avoir à l'égard de ce type de population. Lorsqu'on est un étudiant sportif de bon niveau qui s'entraîne 2-3 fois semaine, bien souvent ces entraînements sont calés en fin de journée, 17-18, mais à l'université, contrairement d'ailleurs au lycée, on peut avoir cours tard le soir, ou trop tard peut-être le soir, mais c'est comme ça, on pourra pour l'instant pas faire grand chose de plus. Mais effectivement, par le jeu des permutations, au sein des TP ou des TD. Alors c'est vrai que peut-être pour un lycéen, un TP, un TD, ça n'a peut-être pas de sens. Un TP, ce sont des travaux pratiques. Les TD sont des travaux dirigés. Donc il y a une obligation d'assiduité en la matière. Et donc par le biais de l'effectif, du nombre de groupes de TP ou de TD, il y a par adaptation et par souplesse la capacité donc, de permuter d'un groupe à l'autre de manière à pouvoir assister au TP ou au TD en dehors de sa contrainte d'entraînement. Voilà, ce sont des exemples, effectivement. Il y a d'autres aménagements, notamment l'UFR SAPS, où les contraintes sont peut-être plus lourdes que les autres composantes, mais je préfère peut-être laisser la parole à mes collègues. Alors, sur les artistes de talent, qu'on peut comparer aussi à des sportifs, les aménagements vont être à peu près identiques, avec les contraintes aussi, ou d'éloignement géographique, comme le cas d'Hugo encore cette année qui est à Lyon en permanence. Donc il va avoir aussi étalement de la formation, des sessions spéciales d'examen s'il ne peut pas venir en présentiel pour passer ses examens à Perpignan. Donc on met en place des aménagements similaires pour les artistes de talent. Peut-être pour les sportifs, pour les étudiants en situation de handicap, peut-être parler aussi des aides humaines, des aides techniques, du matériel qui sont à disposition des étudiants. Oui, tout à fait, parce que là, ce sont des aménagements effectivement qui sont transversaux au sein du bureau EBPP. Donc, qui concerne aussi bien les étudiants en situation de handicap que les sportifs de haut niveau ou encore les étudiants artistes de talent. Pour les étudiants en situation de handicap, alors selon la situation, bien évidemment, de chacun, il y a effectivement des aides humaines, des aides techniques qui sont apportées par l'université, qui sont apportées par le BAEH, donc par exemple du tutorat, prise de notes. Ce peut être également du prêt ou de l'installation de logiciels adaptés pour les étudiants. Ce peut être également la possibilité d'accéder à des téléagrandisseurs, à la bibliothèque universitaire, des possibilités également de reprographie de cours en braille, aussi, voire de sujets, tout à fait. D'examens en braille. Sur la question des examens en particulier, c'est également la possibilité de disposer d'un secrétaire d'examen. C'est également un prêt d'ordinateur qui peut être effectué pour l'étudiant, d'agrandissement également des sujets. Et puis, c'est beaucoup demandé. Et les étudiants bénéficient, enfin les lycéens en bénéficient déjà auparavant du temps supplémentaire pour pouvoir composer au cours des épreuves d'examen, c'est-à-dire des tiers-temps, des mi-temps, ce qui est bien évidemment laissé ici à l'appréciation du service de santé étudiant lorsque les demandes d'aménagement sont faites
par les étudiants. Donc il y a tout un circuit, une procédure de demande d'aménagement qui est assez simple pour les étudiants en situation de handicap. Ça passe d'abord par une prise de rendez-vous avec le bureau d'accueil pour les étudiants en situation de handicap. Ensuite, par le service de santé des étudiants, donc entretien, en particulier avec le médecin de l'université, donc détermination des aménagements qui peuvent être sollicités, et ensuite une validation de ces aménagements par la vice-présidence déléguée à la vie étudiante, et ensuite l'envoi de ces aménagements au sein des composantes et des formations pour leur mise en place. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à notre dernière partie de cette émission, à savoir l'entretien du témoignage de Georges, ici présent. Rebonjour Georges. Bonjour. Tu es donc étudiant en situation de handicap à l'université de Perpignan. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, donc c'est-à-dire plus précisément entre ton passage du lycée à l'université du coup? Alors, rebonjour. Moi, je suis en première année à l'université de Perpignan en licence histoire. Et c'est vrai que pour rassurer ceux qui nous regardent, ça a été pour moi très très facile de bénéficier de tous les aménagements précédemment décrits par les intervenants présents à côté de moi. J'ai pu, dès ma rentrée en septembre, bénéficier d'un rendez-vous au BAEH, puis de rendez-vous avec le médecin du SSU pour tout de suite, une semaine après la rentrée, avoir des aménagements tels qu'un tutorat prise de notes et des dispenses d'assiduité également quand j'avais des besoins médicaux, de prise en charge médicale qui se chevauchaient avec les cours, et notamment être assuré au niveau des partiels qui se déroulaient en janvier. Il y a vraiment tout un suivi qui se met en place très rapidement, et chaque élève bénéficie d'une aide personnelle et adaptée en fonction de ses besoins, et on peut la modeler dès l'inscription sur Parcoursup. Que vous allez avoir très prochainement, on peut décrire ce dont on a besoin pour que avant son inscription pédagogique et administrative, on ait déjà le bureau d'assistance qui soit au courant des besoins, et pour qu'il y ait vraiment une prise en charge. Donc j'ai vraiment été bien accompagné, et ça m'a beaucoup aidé dans ce premier semestre. Donc avant même ton arrivée du coup à l'université, il y a déjà possibilité de faire des demandes pour que dès que tu arrives, ce soit mis en place. Alors oui, exactement. Dès que notre vœu est accepté et qu'on a accepté le vœu de l'université de Perpignan, peu importe la licence, on peut déjà se rapprocher du bureau, et si je ne me trompe pas, même avant la rentrée de septembre, même en juillet, dès le mois de juillet, pour se rapprocher et pour mettre en place, en fonction des besoins, qu'ils soient importants ou pas, pour avoir, par exemple, si c'est un tutorat prise de notes, pour voir ce qui peut être mis en place. Si on a des besoins, moi par exemple, j'avais beaucoup de kinés, pour voir s'il était possible de faire une dispense d'assiduité selon les heures, de voir si la disponibilité des professeurs et ce qu'ils pourraient mettre en place. Donc oui, on est vraiment très rassuré, on peut rentrer très sereinement et aborder notre rentrée dans les meilleures conditions possibles, en sachant qu'il y a vraiment un accompagnement. À savoir également que du coup les cours à la fac, la plupart sont obligatoires, et pour du coup en être dispensé dans des cas comme ceux de Georges, eh bien il y a la dispense d'assiduité qui vous permet donc de conserver tout simplement votre inscription. Et donc c'est assez utile dans des cas comme ceci. Et Georges, ici présent, est un exemple parfait de ce dont nous parlons dans cette émission, car il est également sportif de bon niveau, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Je pratique le handi-rugby, qui est du rugby en fauteuil, et depuis quelques années maintenant, et donc j'ai pu bénéficier aussi d'une aide grâce à ce statut que j'ai obtenu
grâce à l'aide de la faculté pour notamment encore des distances d'assiduité. Comme on l'a dit précédemment, quand les heures d'entraînement se chevauchent avec des cours assez tardifs. Donc j'ai pu bénéficier de cette aide et pouvoir pratiquer le sport que j'aime et les études que j'apprécie également. Et ça fait combien de temps du coup que tu fais du rugby ? Alors ça va faire 5 ans, c'est la 5e année. Et là, cette année, j'ai eu la chance de participer à mes premiers matchs avec l'équipe 1. Il y a 2 équipes en Handi Dragon. Et cette année, j'ai pu participer à mes premiers matchs. Et notamment parce que je peux aller m'entraîner souvent grâce aux disponibilités qui me sont faites par la fac, par l'université. Super, bravo. Et donc tu es en première année, c'est ça, de licence d'histoire ? Voilà, première année histoire. Et franchement super, les profs sont hyper accueillants et à l'écoute de mon handicap, de ce que j'ai, et me permettent notamment dans les partiels de l'aide des tutorats prise de notes, de mettre dans des salles particulières. Donc il y a vraiment une super, et je suis très bien et j'espère continuer. Et avant, du coup, tu étais dans quel lycée ? Tu étais où ? J'étais au lycée, alors j'étais basé à Perpignan, au lycée Saint-Louis de Gonzague à Perpignan. Et là aussi, il y a eu une très bonne aide qui m'a été faite pour me diriger notamment vers des études d'histoire et donc vers la fac de Perpignan. Donc il y a vraiment une entente et on voit vraiment que cette faculté locale rassemble aussi et est très populaire. Et du coup, pour ce qui est, c'est peut-être un petit peu tôt pour te poser cette question, mais pour la suite, qu'est-ce que tu envisages, ou au moins de quoi tu rêves pour la suite ? Je sais que c'est compliqué. Je rêve de beaucoup de choses. Alors, dans le cadre scolaire, j'aimerais bien aller au bout de la licence, faire un master, pourquoi pas, parce que j'aime bien l'histoire. Je ne sais pas encore quelle spécialisation, mais j'aimerais continuer le plus longtemps possible à l'UPVD dans cette formation que j'apprécie tant. Et dans le cadre sportif aussi, j'espère remporter le plus de titres avec les Dragons catalans et des mon équipe. Et voilà ce que j'envisage. Également, par rapport à ce qui est de l'après et de l'emploi du coup pour les personnes en situation de handicap, il y a des accompagnements du coup à l'UPVD avec des entreprises ou des associations pour ça ? Oui, alors tout à fait. Nous avons là encore des dispositifs spécifiques qui peuvent bénéficier, bien évidemment, aux étudiants, notamment, on a un service dédié de manière large pour tous les étudiants, dont peuvent bénéficier les étudiants en situation de handicap. C'est le service d'insertion professionnelle des étudiants, donc qui organise des événements pour préparer l'accès à l'emploi et qui participe également à trouver des stages pour les étudiants. Et puis à côté de cela, on a effectivement aussi 2 dispositifs principaux. Un qui s'appelle le Boost ton potentiel. Donc là, les étudiants en situation de handicap de l'université sont accompagnés de manière individuelle par des ateliers de confiance en soi, d'estime de soi. On les accompagne également de manière individuelle pour l'élaboration de leur curriculum vitae, de leur lettre de motivation pour postuler à des stages, pour postuler également à des emplois. Il y a aussi l'organisation en collaboration avec la fondation de l'université de Perpignan d'un after-work qui permet de partir à la rencontre d'entreprises locales handi accueillantes. Et puis on a un autre dispositif qui s'appelle le H-Tour UPVD qui consiste à partir en week-end à Paris pour participer à un salon handicap qui s'appelle l'Inclusive Day, qui se tient de manière annuelle en règle générale au mois de mai et qui permet effectivement aux étudiants en situation de rencontrer des entreprises et des employeurs potentiels. Eh bien, oui, pardon ? 2 petites remarques encore, puisqu'on a un petit peu dépassé le cadre de départ, en tout cas, sur la pratique sportive au sens large du terme. Moi, j'invite effectivement les lycéens
à rejoindre le service des sports, même si l'éducation physique et sportive, au sens où vous l'entendez dans le cadre de vos enseignements obligatoires, n'existe plus. Ça reste une pratique facultative, une pratique de loisir. Je pense que Georges, ici présent, témoigne que la pratique physique et sportive est un élément de santé, un élément d'équilibre, un élément d'épanouissement et d'enrichissement quelque part. Je crois que c'est très important de ne pas aussi s'enfermer dans des territoires trop restrictifs d'une part, et puis d'autre part sur l'insertion pro, puisque j'avais été invité récemment par le partenaire, la Banque Populaire du Sud, en l'occurrence pour ne pas la citer. Effectivement, elle est très très intéressée par des étudiants à fort potentiel, des étudiants sportifs de bon ou de haut niveau. Ce sont des personnes qui sont capables de se fixer des objectifs ambitieux, qui sont capables de surmonter les obstacles, qui sont capables de challenger, comme on dit. Et ça, effectivement, dans le secteur de l'entreprise, ce sont des valeurs, en tout cas, ou des éléments qui sont fortement appréciés. Et donc, effectivement, on dépasse effectivement le cadre, mais la pratique sportive, tant au niveau de l'épanouissement qu'au niveau de l'insertion pro, ça peut apporter. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Georges, merci beaucoup Yvan Verdier, Alban Maba et Karine Le Gall pour vos interventions. Ce direct live touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir visionné. Et il est également disponible d'être retrouvé en podcast sur la chaîne YouTube de l'UPVD, mais également sur la chaîne YouTube de Compass. Merci à Pauline Deveau pour avoir organisé ce direct live. Bon courage à tous, rapprochez-vous de vos psychologues de l'éducation nationale si vous avez plus de questions ou encore sur l'adresse mail en description. Au revoir.